Alors, j'attends encore un tout petit peu. Je vois que les participants arrivent. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Et surtout, je coupe mon téléphone qui n'était pas coupé. Donc, pardonnez-moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. On va laisser un petit peu arriver tout le monde tranquillement. Prendre encore une minute avant de commencer. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir, ces participants. On va prendre donc, à peu près une demi-heure, 35 minutes pour que je vous présente cette étude et nous aurons du temps pour, évidemment me poser des questions. Alors, ce que je vous présente, c'est, l'étude au PIEC, pas dans son intégralité, parce qu'il faut savoir que c'est une étude qui fait, presque 160 pages et c'est une étude qui est très complète, et donc je vais vous en présenter une partie qui est une synthèse et surtout les 2 points que j'ai identifiés comme les plus intéressants, par rapport à cette étude. En tout cas pour le temps qui nous est imparti. Un petit mot sur l'OPIEC. L'OPIEC, c'est l'Observatoire parétoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, des études et du conseil et des métiers de l'événement. Voilà, et donc moi, je suis Marie-Noëlle Durand-Souche, je suis la directrice pédagogique de l'IFOD pour la partie coaching. Donc voilà, alors je vais essayer de bouger. Cette synthèse d'études, elle est baptisée, enfin cette étude, elle a été nommée Métier du coaching professionnel et de la supervision, analyse des compétences en vue de permettre une lisibilité du métier et des conditions de son exercice. Effectivement, il y a un enjeu aujourd'hui à rendre le métier et plus lisible et encore plus professionnel qu'il ne peut l'être. Donc, les objectifs de cette étude, et vous voyez, j'ai encadré les 2 premiers parce que c'est là-dessus que nous allons nous concentrer. Pour vous dire que, cette étude dans son intégralité, nous allons vous mettre un lien et vous pouvez la télécharger et bien sûr, tout ce que je ne vais pas vous dire, vous pourrez aller le découvrir directement. Donc, les objectifs, c'était, permettre à la branche et aux acteurs de la branche de disposer d'un état des lieux, qualitatif et quantitatif des métiers du coaching et de la supervision et d'une analyse prospective des besoins et des pratiques des entreprises, clientes. Ce sont les 2 points sur lesquels on va se concentrer. Mais il y avait d'autres objectifs que vous trouverez dans l'étude, qui est un recensement, des moyens d'accès au métier, de développement des compétences et de professionnalisation, et vous verrez que c'est quand même un sujet de grande importance. Des réflexions et des pistes d'action sur la manière de développer la lisibilité de la profession et enfin des pistes d'action opérationnelles sur le champ de l'emploi et de la formation, avec des réflexions sur les formations, les certifications et tous les aspects pertinents. Donc, on se concentre sur les 2 premiers. Alors, les constats et les besoins. En fait, le métier de coach, c'est un métier et de superviseur, puisque l'étude parle aussi de superviseur, mais je vais m'attacher particulièrement au coaching, au coach. Ce sont des métiers autorégulés et encadrés, en quête de reconnaissance encore aujourd'hui, de fiabilité et de visibilité. Voilà, pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les métiers du coaching. Il y a un grand intérêt, bien sûr, à mieux appréhender l'évolution de ce métier, quelles sont les compétences qui sont liées à ce métier et quels sont les besoins futurs de formation. Alors, petit clin d'œil sur le début, s'adapter et évoluer. Donc évidemment, ce sont les enjeux majeurs actuellement du monde de l'entreprise. Mais quand je dis petit clin d'œil, c'est que nous, les coachs, souvent, nous travaillons avec les entreprises en posture d'observateurs et d'acteurs du changement. Et en fait, là, nous sommes complètement à l'intérieur de ce changement. Et donc, on est confronté à tous ces changements et des nouvelles problématiques. L'organisation est en train de bouger. Alors, évidemment, il y a l'accélération du numérique, il y a l'explosion des flux d'informations, ça, c'est pas complètement nouveau. Il y a une grande question sur la recherche de sens et de qualité de vie au travail des salariés. Et puis la crise sanitaire qui a vraiment bouleversé beaucoup de comportements, beaucoup de modes de travail. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes contraints de nous adapter à cet environnement en constante évolution. Alors, globalement, les points positifs, parce que c'est bien pour démarrer de voir
des choses qui nous donnent envie et beaucoup de fierté. Un, le marché du coaching a des beaux jours devant lui. Vous verrez, je vous donnerai quelques chiffres. Deux, on constate aujourd'hui un bon niveau de conscience dans le métier. Vous verrez avec toutes les personnes qui ont été interrogées, les retours qu'on peut avoir. Trois, il y a des verbatims très positifs qui sont associés au métier de coach, qui sont sens, valeur, le métier qui a de la valeur, l'exercice de ce métier a de la valeur et utilité. Et le quatrième point qui est important pour nous, c'est que le marché est en progression. Alors, le marché, quelques chiffres. On ne va pas en dire beaucoup, mais quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, on compte 15 000 coachs en activité totale ou partielle. Et vous verrez qu'on a beaucoup de coachs qui ne font pas que du coaching. Le chiffre d'affaires moyen. Alors, il y a beaucoup d'entretiens, il y a les experts, et c'est tous les répondants. Ils tournent autour de 50 000 € en prenant bien en compte que très souvent, et vous verrez, ce n'est pas un chiffre uniquement composé de coaching. C'est une croissance qui est positive de 10% annualisée. Et enfin, ça représente 750 millions d'euros. Un point que je voulais vous préciser, c'est que cette étude a été réalisée en 2022. Un futur optimiste. Voilà ce que pensent les coachs de l'activité. 95% anticipent croissance ou stabilité. Pour 50%, même une belle croissance, ça va de 10 à 30%. Et pour 25%, une croissance de plus de 30% sur les 3 prochaines années. En termes d'activité, donc, assez positive. Le marché, même, 95% sont optimistes et confiants sur l'évolution du marché et 40% anticipent une croissance du marché de plus de 10% sur les 3 prochaines années. Donc, vous voyez, on a, alors évidemment, on ne fait plus des plans à long terme, mais en tout cas, au moins pour les 3 ans qui viennent, le futur semble optimiste. Les perspectives. Alors, de façon synthétique, la pratique du coaching a fait ses preuves. C'est ce que je vous disais, les entreprises sont confiantes, les entreprises qui achètent du coaching, les entreprises qui utilisent le coaching sont confiantes. Les clients qui ont été coachés, 80% sont satisfaits de leur coaching. Ce qui est intéressant, c'est que 86% des entreprises qui ont fait appel au coaching souhaitent réitérer. Donc, il y a vraiment une confiance. Les résultats sont positifs et l'entreprise veut continuer. Un critère majeur de choix pour les coachs, je vous en donnerai d'autres, mais le premier, c'est la certification. On va vérifier le sérieux du diplôme que va présenter le coach et donc la certification. Alors, qui sont les coachs? Alors, je n'ai pas vu tous les noms, mais je sais qu'il y a des messieurs, mais il faut quand même reconnaître que les coachs, 67%, ce sont des femmes. Voilà, c'est un métier très, très, très féminin et des femmes voilà, qui sont entre 46 et 59 ans. Bon, ce sont des sources de l'ICF, voilà. Donc, des femmes, d'abord. Des femmes, un quart des coachs sont des auto-entrepreneurs. 64%, ce sont des indépendants. 50% de leur chiffre d'affaires est fait en coaching. Donc, on va revenir là-dessus, mais c'est important de l'intégrer. Et la répartition entre les coachs et les coachs superviseurs, voilà, 85% de l'ensemble des coachs sont coachs et on en a 15% qui sont à la fois superviseurs et coachs. Alors, qui sont les clients? Qui sont nos clients? Donc, nos clients, aujourd'hui, c'est extrêmement varié, la palette est large. Donc, je pense qu'on peut aller dans de multiples sources de recherche et pour rencontrer nos clients. En fait, les petites et grandes entreprises font appel au coaching aujourd'hui, les associations et le secteur public qui devient effectivement une part importante. Donc, si on regarde le schéma, là, ce petit schéma, il est extrait de l'étude de l'OPIEC. Vous voyez, en fait, PME et TPE, 31%. Voilà. On a les personnes elles-mêmes qui font appel au coaching, 24%. Les grandes entreprises, 21%. Voilà, les associations. Et donc, effectivement, la fonction publique qui est séparée entre l'État, la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière, mais qui est aujourd'hui un prescripteur important.
Les tarifs. Alors, souvent une question qu'on nous pose, les coachs qui sont en formation, c'est une grande question. Voilà ce qui a été répondu. Le tarif moyen, c'est 240 € avec énormément de disparités. Alors, regardez sur ce schéma qui là aussi est extrait de l'étude directement. 16% des coachs font des tarifs inférieurs à 100 €. Une bonne partie, un tiers entre 100 et 200 et 40% entre 200 et 400. Voilà, ça fait quand même une échelle assez grande. Alors, quelques happy few sont en dessous des 400, 600 et 800. Voilà, tant mieux pour eux, la vie est belle. Mais vous voyez, globalement, on est dans ces tarifs-là. C'est vrai que les tarifs aussi sont différents. C'est pour ça qu'on parle de disparité en fonction de l'entreprise, en fonction de la personne à qui vous adressez, du particulier, des associations, de Paris ou de la province. On parle de ce tarif moyen, 240. Voilà. L'activité. Alors, ce que je vous disais, regardez ce schéma, en coaching, c'est à peu près 52%, donc on va dire moitié de l'activité en coaching et 48% pour le reste. C'est important ce schéma et d'ailleurs aujourd'hui, c'est une notion qui a été prise en compte, c'est-à-dire qu'il est important d'avoir plusieurs cordes à l'arc du coach, on va dire, parce que le coaching ne suffira pas. Donc souvent, voilà, le coach a plusieurs autres activités ou en tout cas plusieurs autres compétences. Et le schéma de droite qui explique les différents types de coaching dans l'activité de coach, vous voyez cette grosse barre en bleu qui représente le coaching individuel. Voilà, 86% du business est fait en coaching individuel. Un peu en coaching d'équipe, 11%, et un tout petit peu en coaching d'organisation. Ceci étant, ces deux tranches-là sont des tranches qui sont en grosse évolution aujourd'hui, avec une niche sur le coaching d'organisation, mais une niche plus importante sur le coaching d'équipe qui se développe et qui est vraiment en phase de développement. Donc ça peut être une bonne réflexion aussi pour pouvoir diversifier ses compétences. Alors, comment est-ce qu'on choisit un coach? Voilà les critères qui sont ressortis et qui sont des critères importants. La formation initiale. Effectivement, c'est important de savoir quelle est l'école qu'a fait le coach. Est-ce qu'il est certifié? Est-ce que ce sont des formations accréditées ou labellisées, ICF, MCC, enfin voilà, par les fédérations? Il y a ce sérieux, enfin les entreprises et la fonction publique ont besoin de ce sérieux pour sélectionner un coach. La deuxième chose, aujourd'hui, c'est la supervision et la formation continue. Effectivement, aujourd'hui, il nous est demandé des attestations de formation quand vous répondez à des appels d'offres, ça c'est systématique et aujourd'hui, les grandes entreprises le demandent aussi. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est extrêmement important qu'un coach exerce dans un cadre sécuritaire et surtout qu'un coach soit en permanence en train de se former. Ensuite, évidemment, il y a la réputation, le bouche à oreille, qui fonctionne très, très bien pour ce métier. La recommandation. Quelqu'un qui a été satisfait de son coaching va recommander son coach. Très important. Vient ensuite la maturité. Alors, la maturité, le CV, c'est le parcours professionnel. Il est important que le coach connaisse le monde de l'entreprise et donc de pouvoir parler de l'entreprise, même parfois du secteur de l'entreprise, mais le parcours professionnel est regardé par nos prescripteurs. Et enfin, et surtout, j'allais dire la qualité de la relation durant les entretiens. Comment ça va se passer avec vos potentiels prescripteurs ou vos potentiels coachés. Alors, les compétences clés requises qui ressortent aussi du questionnaire, ça fait le lien avec ma diapositive précédente. La première des compétences, c'est la compétence relationnelle. La relationnelle, et elle est essentielle. Et alors là, je peux nous faire un petit satisfecit puisque si je lis qui est dit, c'est que selon les coachs professionnels, la compétence relationnelle est sous-estimée et pas assez enseignée dans les écoles et un certain humanisme paraît nécessaire. Donc évidemment, je suis très fière pour notre école qui est influencée par l'approche de Carl Rogers centrée sur la personne. Voilà, ça c'est notre petite fierté du jour. L'autre compétence, c'est la posture. Et la posture, l'écoute active, la reformulation
la capacité à prendre du recul et la compréhension des enjeux. Et avec aussi, pour renforcer la posture, un travail sur soi. Et aujourd'hui, c'est une question qui est posée, voilà, y compris par le biais d'une thérapie. Et enfin, un cadre, le cadre structuré. Donc la relation, la qualité de la posture et un cadre structuré avec des contrats, des entretiens tripartites, enfin vraiment un encadrement de la mission. On parle des soft skills et des connaissances aussi pour exercer le métier de coach. Donc là aussi, je suis allée extraire ces points-là. On revient, alors les soft skills, là on parle de la relation professionnelle de confiance. Voilà. Alors, capacité à établir une relation de confiance avec l'entreprise et avec le coaché. Première compétence pour exercer. Deuxième soft skill, l'écoute active, donc on reboucle avec la compétence. Et enfin, une connaissance majeure et 3 connaissances importantes. Je me répète un peu, mais c'est important de l'avoir. La connaissance du milieu professionnel, qui est considérée comme la connaissance primordiale, et des connaissances en psychologie, en sciences sociales et humaines, et des outils du coaching professionnel. Donc, on attend d'un coach qui soit tout à fait à jour, pertinent sur tous ces sujets-là. Alors, quelques mots sur la supervision. Cette étude est destinée aux coachs et aux superviseurs. Mais comme vous l'avez vu, c'est une petite partie des coachs, puisque 15% sont superviseurs. Ce qui est important, et pourquoi je le souligne là, c'est que la supervision est apportée aujourd'hui comme un critère de qualité par rapport au coach et un critère de sécurité. Donc, les enjeux de la supervision, eh bien d'abord, et ça je le rappelle beaucoup, c'est une obligation déontologique. Nous sommes coachs, nous devons avoir un espace de supervision. Et en fait, cet espace, effectivement, c'est un espace qui valorise d'abord notre métier, et puis, et surtout, dans certaines fédérations, c'est une nécessité pour pouvoir être accrédité. C'est aussi une réponse au marché. Un nombre de coachs en activité, en progression, une volonté de réguler, bien sûr, le marché, on le rassure, on régule aussi. Coach qui n'est pas supervisé, bah, pour le marché, on va dire que l'indice de confiance serait inférieur, et surtout pour les clients, une assurance qualité. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, on aura le temps pour répondre à ces questions hein, à la fin de la présentation. Enfin, la raison d'être, évidemment, je vous ai dit que c'était important que le coach soit en capacité de prendre du recul, de se remettre aux questions, de continuer à se former. Et donc, effectivement, la supervision fait partie de ce perfectionnement et de la diversification des pratiques. Évidemment, la raison d'être, c'est de limiter les risques propres au métier avec des sorties du cadre, des transferts contre transferts, ce qui se joue entre nous et nos coachés. Une prise de recul, là aussi, sur ce qui se joue pendant notre mission de coaching. Un renforcement, encore une fois, avoir une posture plus solide. Et puis aussi une occasion de sortir de la solitude, enfin, j'allais dire de ne pas rester seul par rapport à son travail, aux difficultés de son travail et à ce qu'on vit tous les jours. Ensuite, le métier de superviseur. Les compétences qu'on attend d'un superviseur. Et aujourd'hui, là aussi, il y a une réflexion et un développement de ce métier. Donc, on attend d'avoir une expérience en tant que coach, une expérience significative. Là, on va dire, c'est plutôt la seniorité qui vient évidemment, c'est plusieurs années de coaching ou plusieurs heures de coaching. Une capacité de remise en question aussi, et une volonté de développement et de formation continue. Le superviseur, lui aussi, est en permanence en supervision avec un autre superviseur. Les attentes des coachs, qu'est-ce que les coachs qui travaillent avec un superviseur ont besoin évidemment de soutien sur ce qui est vécu avec leurs clients. Ils ont besoin d'être accompagnés sur la conscience de qu'est-ce qui se joue dans la relation, qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce qui se joue dans le système du coaché, dans le système du coach, et le regard extérieur pour ça est indispensable. Et enfin, un accompagnement
pour améliorer sa pratique. Voilà, tout simplement, c'est un processus réflexif qui est vraiment qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se passe quand je fonctionne comme ça. Donc, voilà pour les superviseurs. Je vois qu'il y a plein de questions. On y répondra après si vous voulez bien. Alors, les perspectives, ouais, on arrive encore quelques slides et donc on va être dans le timing, on pourra avoir du temps pour répondre aux questions. Donc, quelles perspectives? Alors, il y a des tendances impactantes. J'ai voulu les mettre en avant parce que ça me semble important de les prendre en compte. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux sur le marché du coaching et je vous ai dit l'importance d'être dans le changement et de comprendre ce qui se joue autour de nous, d'abord pour pouvoir être assez pertinent quand on va aller rencontrer nos clients, nos potentiels prescripteurs. Donc, la première des choses, celle-là, elle a été évidemment précipitée par la crise sanitaire, c'est le développement du coaching en distanciel, avec vraiment une utilisation des outils de visioconférence. Le coaching continue en présentiel, certains le préfèrent, parfois c'est mixte, mais c'est un outil qui se développe beaucoup, qui permet plein de choses, qui permet à des gens qui sont loin du coach qu'ils auront sélectionné de pouvoir travailler avec lui. Il y a un développement des coachings courts, bref, flash coaching, je sais pas, vous les appelez comme vous voulez, il y a beaucoup d'offres par rapport à ça, avec mais beaucoup d'offres très diversifiées. Alors, c'est pas sans aucun jugement de ma part, je pense que dans certains cas, ça peut être extrêmement bénéfique et surtout, j'y vois peut-être une possibilité, pour le management de proximité ou le management intermédiaire à qui on n'accorde pas forcément des gros budgets de coaching. Je pense que c'est intéressant parce que ça peut au moins permettre à cette population d'avoir accès à du coaching. Donc là aussi, ça veut dire que nous, coachs, il faut qu'on retravaille vraiment notre pratique. Parce que parfois, c'est des séances de 30 minutes, donc c'est court. Évidemment, c'est plus opérationnel, mais voilà, ça répond quand même à un besoin. Ensuite, ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, ce sont les plateformes. Voilà, les plateformes de coaching qui traitent des gros volumes. Là aussi, qui démocratisent complètement le coaching. C'est moins cher, c'est du distanciel. Voilà, ce sont des tendances qui, à mon avis, à côté desquelles on ne peut pas passer. Les pistes de croissance du marché. Alors, les pistes de croissance. Je sais que cette diapositive, elle est un peu chargée, mais j'ai trouvé que c'était important quand même parce que c'est notre devenir, puisque c'était métier d'avenir, métier en devenir. Nous bougeons, nous évoluons, mais qu'est-ce que sera demain pour nous? Et c'est important de ne pas passer à côté de ces pistes-là. Donc, une piste intéressante, en fait, en gros, c'est nos clients, de quoi ont besoin nos clients? La première chose, et voilà, on a aujourd'hui un énorme enjeu sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut nous creuser. On a un point sur l'évolution des pratiques managérielles. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'horizontalité et des structures qui sont moins hiérarchisées. Et j'allais dire, des managers qui ont dû perdre quand même beaucoup de repères. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la posture managériale. Il y a un sujet bien sûr sur le stress au travail et avec l'anxiété, la pression et c'est quelque chose qui revient fort aussi dans les demandes de coaching. Il y a le développement dans un environnement économique de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, de plus en plus anxiogène. Voilà, aujourd'hui réellement, je veux dire, on a beaucoup trop à mon goût certainement, d'informations qui sont pas d'ordre à nous montrer le verre à moitié plein. Donc voilà, ça c'est un sujet aussi et d'ailleurs il y a alors pas qu'en coaching, mais il y a aussi en thérapie, des développements de thérapie sur des personnes qui sont impactées fortement par les crises, par le climat, par la guerre, des choses comme ça. Donc nous, on fait face à un environnement qui est complexe. Ensuite, comment communiquer? Un point important, c'est la communication. Aujourd'hui, dans les équipes, personne n'est là en même temps ou très peu de temps. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une communication efficace dans des équipes qui se croisent
ou qui se voit au travers tout simplement d'un écran. Et puis, et parce que ça, c'est aussi une des réalités, hein, un attrait croissant pour le développement personnel, parce que je trouve qu'il y a une conscience qui est développée des personnes qui veulent travailler sur elles, aller plus loin. Donc ça, ce sont des pistes, je trouve, intéressantes à creuser pour, comment dire, compléter nos offres éventuellement ou pour aller échanger avec nos potentiels prescripteurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceci n'a rien à voir avec cela, mais j'ai reçu le dernier numéro de Sciences humaines. Je suis en train de regarder le titre. Il y a une grosse question sur travail à quel prix. Et déjà, il y a plein d'articles intéressants sur le sens au travail. En fait, sur toutes les questions qu'on voit arriver, qu'on voit poindre tous les jours dans nos demandes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit paguer ces pistes de croissance. Si, parce que j'ai insisté lourdement sur l'environnement économique, mais il y a quand même plein de choses que je trouve intéressantes quand même. Alors, et demain, ce sera ma dernière diapositive. Voilà, demain, bien prendre en compte le développement du digital, voilà, avec l'assouplissement des process, ça c'est sûr, plus court, plus facile, plus rapide, et des zones d'intervention plus larges, mais ça c'est plutôt positif. Grosse tendance sur le middle management. Vraiment, pour moi, c'est important. Et d'ailleurs, j'ai souvent considéré que c'était les personnes qui avaient vraiment besoin d'accompagnement, de coaching. Elles sont au cœur de l'entreprise souvent et pas, de mon point de vue en tout cas, peut-être pas suffisamment accompagnées. Donc, c'est une niche qui me semble extrêmement intéressante. Donc, avec des tarifs peut-être un peu plus ajustés, mais un travail en distanciel, des plateformes, des coachings plus courts. Là aussi, bah, voilà, nécessité de repenser le coaching à la carte. Je continue à penser que je ne viens pas avec, bah, oui, ça sera 8 séances d'1 heure et demie et tous les problèmes seront de 8 séances et d'1 heure et demie. Non, je vais écouter les besoins de mon client et m'adapter. Un renforcement des sélections sur la certification, la supervision et sur l'expérience. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience du besoin du sérieux du métier pour éviter les critiques et voir les risques de dérive, tout simplement. Il y a les pistes dont je vous parlais quand même, qui sont l'augmentation des besoins pour le coaching d'équipe, pour les raisons que je viens d'expliquer sur la page précédente, mais on peut le voir comme des points de vigilance et on peut le voir comme des pistes de progrès, ou en tout cas de développement, et je le vois comme ça, hein, moi. Donc, développer le coaching d'équipe, et avec l'enjeu de pouvoir avoir les gens au même endroit. Comment faire justement avec, pour moi, c'est un enjeu extrêmement important. Et je trouve bien que les coachs se penchent dessus et contactent les clients avec des pistes là-dessus. Et puis le coaching d'organisation, là aussi, qui est un petit peu plus niche quand même. Et puis pour finir sur une note optimiste, comme ça, une prévision de croissance, je le redis, de 3 à 5 ans du marché et du coaching et de la supervision, de 10 à 15%. Donc, en espérant très fort que tout ça sera des promesses qui vont se réaliser, pas des promesses, des objectifs qui vont se réaliser. Voilà les points importants que je voulais partager sur l'étude de l'OPIEC. Donc, je vous rappelle que cette étude, évidemment, elle est beaucoup plus complète que ça, que c'est un travail remarquable qui a été fait. Et c'est quand même, je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est la première fois qu'on a de la matière, justement, pour pouvoir regarder un peu notre métier de façon différente. Donc, encore une fois, ce que je vous ai montré est vraiment tout petit par rapport à l'étude qui fait 158 pages. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, ça fait 30 minutes que je parle. On va me faire une petite synthèse des questions. Comme ça, je pourrai y répondre plus facilement plutôt que de remonter dans le chat. Donc, normalement, il y a quelqu'un qui est en train de le faire et je vais essayer de répondre aux questions. Et bien sûr, si vous en avez. Si vous en avez. Alors, je lis en même temps, excusez-moi. Les psychologues non certifiés par l'État peuvent-ils remplir les critères demandés? Alors, ça, c'est une question. Quelles sont les certifications pour valider des compétences en psychologie?
et quelles sont les demandes auxquelles les coachs répondent le plus souvent. Alors là, oui, il y a plein de choses différentes. Alors, les psychologues non certifiés par une formation de coach peuvent-ils remplir les critères requis demandés? Je pense que d'un point de vue compétence, il n'y a pas de souci majeur pour pouvoir travailler sur le coach lui-même, sur la posture et sur le système du coach. Je trouve que oui. La deuxième question que je me pose, peut-être, c'est peut-être moins de connaissances de l'entreprise, moins de la vision de l'entreprise. Donc, je mettrai ce petit point en vigilance. Alors, j'ai une question sur. Oh là là, je ne vois pas tout. Attendez, voilà, ça y est, je reprends au début parce que j'ai beaucoup de questions. Très bien, très bien. Voilà. Les certifications pour valider les compétences en psychologie et tout ça, aujourd'hui, les certifications pour valider les compétences en psychologie, il n'y a pas de certification précise. En revanche, dans les formations de coaching, quelle que soit l'école, aujourd'hui, il y a une dimension autour de la psychologie et des sciences humaines. Donc, il n'y a pas de certification précise, sauf aller se former à un métier de psychologue, bien sûr. Alors, j'ai une question sur les demandes des coachs, je vais revenir. Existe-t-il une étude du tarif horaire moyen depuis 10-15 ans? Non, ça, je n'ai pas conscience. Et ce qu'a fait l'Allopiec, je pense que c'est sur les 3 dernières années. Alors, quelle différence fait l'OPIEC entre coach entre-entrepreneur et coach indépendant? Eh ben, c'est le statut juridique, Juliette. Et je pense que c'est exactement ça. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Il y a des coachs auto-entrepreneurs et il y a des coachs qui sont, qui sont en société, mais une société juridique, une URL ou des sociétés en BNC, etc. Voilà, ça c'est la différence. Je n'ai pas la réponse sur combien d'entreprises font-elles appel au coaching en France, mais ce que je peux vous dire au vu de cette étude, c'est qu'effectivement, tout type d'entreprise aujourd'hui font appel au coaching. Et donc, je pense que c'est passé dans les modes de fonctionnement. Alors, peut-être que peut-être que dans le, mais peut-être que je l'affirmerai pas d'ailleurs. Des petites entreprises artisanales, plus artisanales ou dans le milieu de l'agriculture, ça me semble peut-être un peu plus compliqué. Mais je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frein par rapport à ça. Alors, j'ai vu la question sur la RNCP, je la garde, je répondrai, pas de souci. Hein, quid de la valeur de la certification compétence coach par rapport à la certification? Alors, si je réponds pour notre école, la certification compétente coach donne, en tout cas je réponds pour notre école, hein, donne beaucoup de points qui sont assez proches de celles de coach, mais ces compétences coach s'adressaient vraiment plus à un public de managers ou de RH. Et non pas pour exercer en tant que coach, c'est pour développer des compétences de coach dans un métier. La certification de coach, aux yeux des clients, donne en tout cas une certification à des aptitudes pour exercer le métier de coach. J'ai obtenu certification de l'école MHD, mais pas le RNCP, ça tombe bien. Alors, si mes questions s'en vont, je vais répondre par rapport à ça. Est-il indispensable pour exercer la profession de coach auprès des entreprises? Non. Alors, ça, c'est une bonne question. Puis, comme j'ai une question sur RNCP, ça tombe très bien. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, le RNCP, le titre de coach RNCP, pour l'instant, il est complètement existant, reconnu, validé. Il correspond à un diplôme, puisque l'idée du RNCP, c'était de faire un diplôme, de donner un équivalent de diplôme universitaire. Donc aujourd'hui, certaines écoles et certains groupements des écoles n'ont pas eu momentanément le renouvellement de ce titre, mais ça n'invalide en aucun cas le titre avant, le titre qui existe et que certains d'entre vous ont reçu. Et surtout, ça continue de valider, c'est pour ça que je réponds à la posture de MHD ou celle de l'IFOD. Nous avons une certification IFOD, je sais qu'il y a une certification MHD, et cette certification reste complètement valable avec des critères qui étaient très très exigeants aussi.
Donc, ce que je veux dire, c'est que le RNCP n'a pas invalidé les certifications décernées par les écoles, qui sont des certifications très solides. Le RNCP donnait un équivalent universitaire, permettait des financements. Pour l'instant, il y a peut-être quelques écoles qui vont être un peu en décalage par rapport à cette notion de financement, mais la notion de certification, elle existe et elle est toujours complètement valable. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ça. Alors, je regarde un petit peu. Alors, je regarde les questions. Coaching à la carte. La coaching à la carte pose la question de souplesse du coach et importance du cadre. Je pense qu'il y a un travail, effectivement, et c'est une bonne réflexion de dire c'est pas du ou, mais c'est du et. Comment est-ce qu'on peut s'adapter par rapport à. Pour moi, coaching à la carte, ça ne veut pas dire que c'est le coaché qui décide de quand, combien, comment. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que le coach va faire une proposition qui va s'adapter à la demande de son coaché. Et à partir de là, de poser un cadre qui sera respecté. Et comme vous l'avez vu dans toutes les demandes, comme dans les slides, surtout que j'ai mis un peu en vision, le cadre reste extrêmement important. Alors, je continue à lire les notes. L'OPIEC, ça, ok. Quid de la valeur. Quel avenir versus. J'espère que je vous ai répondu sur les écoles parce que vraiment, c'est important de garder en tête, voilà, le Transformance donne une certification, MHD donne une certification, l'IFO donne une certification. Toutes les écoles, les écoles du CIMAX, certaines donnaient des certifications et ces certifications restent extrêmement, extrêmement valables. Alors, mes clients me demandent souvent pourquoi il y a une grande différence entre les tarifs psychologues et de coach. Je sèche. C'est une question intéressante. Hein. Et alors voilà, c'est effectivement le lien est souvent fait avec le financement par l'entreprise. Et d'ailleurs, je pense que très souvent, les coachings que nous négocions avec les particuliers ne sont pas au même tarif que le coaching qui est négocié avec l'entreprise. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, quand je négocie avec un particulier, je prends cette posture telle que souvent les psychologues le font, c'est-à-dire d'adapter mon tarif aux moyens du coaché. Et donc, en fait, la grosse différence, c'est que souvent, c'est l'entreprise qui finance. Voilà. Et là, moi, si j'ai un coaché qui me dit, voilà, qui vient pour un coaching individuel, je m'adapte à lui. Et là, les tarifs sont plus proches des tarifs des psychologues ou des thérapeutes. Alors, je continue. Je n'ai pas la réponse exacte, mais voilà la réponse que je pense. Alors, certaines administrations françaises font-elles appel du coaching? Oui, de plus en plus. Alors ça, c'est oui, et c'est ce que je disais, la fonction publique territoriale, hospitalière et étatique. Il n'y a pas de sujet. Et alors, il y a une phrase là, y a-t-il un secteur géographique en France? Elle n'est pas complète, donc je ne sais pas, je sais pas répondre. J'avais une question sur les demandes des coachs. Alors, c'est très varié. Ça, ce sont des demandes. J'ai un petit tableau, je pense. En fait, le plus important pour les coachs, c'est améliorer les relations personnelles. C'est les grandes missions, c'est les relations, le développement du leadership, qui vient en numéro 2, hein, donc c'est quand même très important. La prise de nouvelles fonctions. Donc, vous voyez, c'est quand même très intéressant de se dire, finalement, ça rentre dans le cœur de l'entreprise. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'entreprise ne fait pas appel au coaching qu'en cas de difficulté. Voilà, la prise de poste est assez important. Ensuite, posture managériale et transition professionnelle. Après, on en a d'autres, mais ça, ce sont les plus importantes. Sur quels critères les entreprises vont s'appuyer à partir de la disparition du RNCP? D'abord, le RNCP n'a pas forcément disparu. Pour l'instant, le renouvellement du titre n'a pas été validé par France Compétences, c'est tout, pour certaines écoles. Mais les entreprises vont s'appuyer sur la certification. Donc, on reste sur ce sujet de certification. Il y en a une qui était financée, l'autre financé avec des fonds publics, l'autre qui peut être encore financé peut-être d'ailleurs par des CPF, mais le plus important, c'est cette notion de certification.
Juliette, il me semble que j'ai répondu à la question sur le sens juridique. Alors, voilà, pardon, oui, je ne sais pas pourquoi, je suis revenue en arrière. Excusez-moi. Y a-t-il un secteur géographique en France où le coaching est le plus développé? J'allais dire qu'effectivement, c'est plus dans les grandes villes et j'allais dire effectivement, c'est encore plus parisien. Mais moi, je trouve aujourd'hui qu'avec cette capacité de travailler avec du distanciel, je me dis que, tout est possible. Voilà. Alors, qui dans l'entreprise achète et pilote les processus de coaching? Eh bien, c'est important de savoir que dans l'entreprise, ceux qui achètent, c'est les DRH. Bien souvent, c'est 55 les DRH. Donc c'est souvent à eux, heu, qui vont être nos prescripteurs premiers. Et puis après, il y a la DRH ou éventuellement le manager, mais majoritairement quelque chose du service RH. Et qui pilote ces coachings, enfin qui demande les coachings, souvent c'est une direction générale ou le manager de la personne concernée. Et le service RH, encore une fois, qui est à l'origine de plus de 34. Donc vous voyez, les services RH sont vraiment nos interlocuteurs. Alors l'histoire des forfaits dans les entreprises, c'est pas si évident que ça. Effectivement, il y a du forfait. Ça fait partie, à mon avis, le fait d'avoir des forfaits globaux, ça fait partie des nouvelles possibilités. Et moi, je le vois aussi bien auprès de particuliers qu'auprès d'entreprises. Donc, pour moi, c'est une possibilité, c'est peut-être une capacité à faire un prix peut-être plus accessible, mais, pour moi, forfait peut-être rend des choses un peu plus accessibles. Donc c'est peut-être le point de vigilance. Et enfin, alors quelle heure est-il? On peut encore, voilà. J'ai une question sur le développement du coaching interne et externe parce qu'il y a eu dans l'étude on en parle et c'est intéressant parce que, dans cette étude, il y a un constat qui est fait que évidemment l'internalisation du coaching pourrait permettre de réduire les coûts et donc ça pourrait être tentant effectivement d'aller sur ce sujet-là. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que, évidemment, il y a des grosses entreprises qui développent j'allais dire leur pool de coachs internes et ces coachs internes travaillent souvent avec justement le management intermédiaire qui en a vraiment, un grand, grand besoin. Donc ça, c'est le côté assez positif, si je peux dire et en même temps, là où ça va être peut-être un peu, j'allais dire, moins enfin non pas efficace, c'est pas le mot. Mais le côté positif, c'est évidemment le management intermédiaire. Je dirais le point de vigilance serait le nombre d'heures de coaching des coachs internes. Voilà, un coach interne, aujourd'hui, à part quelques grandes administrations, ne fait pas que ça. Et donc, il va moins développer son expérience. Ça ne veut pas dire qu'il sera moins bon, hein, mais il va moins développer son expérience. Donc, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Il y a effectivement le côté de l'expérience qui est moins important et il y a toujours le côté de la relation hiérarchique qui peut être effectivement compliqué. Enfin, hiérarchique, en tout cas, le fait de pas la relation entre le coach et le coaché, mais le fait de travailler dans la même entreprise et de risquer d'être jugé parti. Et, et voilà. Et donc, ce qui fait que souvent, le coaching interne se développe plus dans dans la fonction publique ou dans les grandes entreprises. On peut imaginer que le coach va faire pratiquement que ça. Voilà. Alors, comment est constitué l'échantillon des répondants? Alors, juste pour dire quelques mots, c'est qu'il y a eu à la fois des gens du métier. Est-ce qu'il y a eu, il y a eu à la fois des gens du métier, mais il y a eu une grande enquête auprès de 1800 personnes. Donc, vous voyez, c'est quand même, et les gens ont répondu de façon très complète. Il y a eu des entretiens avec des acteurs de la branche, il y a eu des entretiens avec des organismes, il y a eu des entretiens avec des entreprises qui font appel au coaching et il y a eu beaucoup d'ateliers de travail. Donc, vous verrez, si vous lisez l'étude, tout sera précisé de façon, voilà, tout est précisé de façon très claire. Voilà. Alors, ensuite, ça, les facteurs de succès pour bien démarrer une activité de coaching. Eh bien, moi, je dirais d'abord une bonne formation et je dirais, de clarifier son offre.
de savoir sur quelle piste, et je les mettrai bien au pluriel, parce que pour moi, il y a un grand enjeu aujourd'hui dans la polyvalence. Voilà. Et de ne pas avoir que la fonction coach dans votre carquois, on va dire, puisque j'ai parlé de l'angle et des flèches tout à l'heure. Mais pour moi, c'est ça. Et donc, bien démarrer, c'est d'avoir une solide formation, d'avoir identifié ces pistes, ces cibles, d'avoir cette approche, j'allais dire marketing, et puis d'avoir un sens commercial, parce qu'il va falloir déployer et développer son activité et d'être le plus possible polyvalent. Je pense que la supervision va accompagner aussi ces moments de grands doutes et de grandes difficultés. Voilà. Et je vois une dernière question sur la supervision. Doit-elle être faite par un coach certifié et formé à la supervision? Peut-elle faire par un psychologue ou un autre accompagnant? Alors, moi, je suis assez ouverte. Enfin, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la supervision doit être faite par quelqu'un qui est senior. Enfin, senior, pas vieux, hein, quelqu'un qui a de la bouteille dans le métier. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, évidemment, c'est bien quand c'est un coach qui est plus expérimenté. Aujourd'hui, il y a des formations à la supervision, et d'ailleurs, nous allons en mettre une en place à l'IFOD. Aujourd'hui, il y a des formations à la supervision pour justement renforcer la sécurité du métier. Mais je pense qu'il y a des gens qui font, j'ai des personnes qui sont accompagnées par des psychologues et qui font un excellent travail. Voilà, je mets juste le point de vigilance sur la connaissance de l'entreprise. Voilà. Merci. J'ai des gentils remercie, je suis ravie. Donc, prenez le temps de compléter cette étude. Voilà, j'ai essayé d'en faire un peu des extracts, hein, mais voilà, pour moi, ça vous donnait quelques pistes. Et je trouve important d'avoir ces pistes de progrès pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et puis aussi, je trouve que c'est intéressant de voir que les entreprises nous reconnaissent et que les entreprises valorisent notre métier aujourd'hui. Voilà, et je trouve que c'est bien, malgré cette période, comme le disait l'un de vous, un peu anxiogène, de regarder ce qui est positif. Voilà, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, peut-être pour ceux qui n'ont pas déjeuné, un bon déjeuner. Donc, le replay, s'est enregistré, donc vous pourrez l'avoir, et puis surtout, n'hésitez pas à prendre le temps de vous plonger dans cette étude. Vous y trouverez d'autres trésors que je ne vous ai pas partagés. Voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être un autre webinaire.